pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour, c'est la revue de presse numéro 508 du 13 mai 2025. Alors, il y a encore des combats, en Ukraine, mais des combats en la défaveur des Ukrainiens qui ont essayé de monter à l'assaut des troupes russes et se sont fait rejeter. Alors, quoi d'autre? Eh bien, M. Trump est en Arabie Saoudite. Pour l'instant, c'est tout contrat pour lui. Mais va-t-il faire un geste sur la Palestine? Personne ne le sait encore. Je crois qu'il faut attendre ce soir pour le savoir vraiment. Voilà, mes chers abonnés. Eh bien, écoutez, à bientôt et bonne lecture de cette revue de presse numéro 508. Au revoir. Alors tout d'abord, les alliés occidentaux, et plus précisément britanniques, français, allemands et polonais, avec l'Ukraine bien entendu, ont proposé une trêve de 30 jours à la Russie, faute de quoi les sanctions coordonnées se poursuivront. Les Russes sont d'accord sur le principe, à condition que l'Ukraine ne reçoive pas d'armement militaire pendant ce laps de temps, ce qui a été refusé par les Occidentaux. Le 11 mai, le président Poutine a annoncé qu'il était prêt à des pourparlers directs avec l'Ukraine, et plus précisément donc à Istanbul, le jeudi 15 mai, donc après-demain. Le 12 mai, donc hier, une cinquantaine de guérans russes ont attaqué plusieurs villes ukrainiennes, dont Mykolaïv, Odessa, Jitomir, Cherkassy, Dnipro, mais également la région de Kiev. La Russie a fermé l'espace aérien à Kapustin Yar, donc je vais vous montrer où cela se situe. Donc bien à l'est de l'Ukraine, ici exactement. Donc la fermeture de l'espace aérien a été programmée pour hier et aujourd'hui. Et c'est à partir de cette région qu'ont été notamment lancés les missiles de type Oreshnik, donc qui avaient déjà frappé l'Ukraine. La fermeture de l'espace aérien ne signifie pas nécessairement une frappe de ce missile contre l'Ukraine, mais cette information ne doit pas être non plus ignorée. Et le Kremlin déclare qu'il n'acceptera pas les ultimatums fixés par les dirigeants européens pour conclure un cessez-le-feu avec l'Ukraine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fait ses commentaires en réponse aux nouvelles sanctions que les pays européens pourraient imposer à la Russie. Ces déclarations interviennent après que Kiev a proposé samedi un cessez-le-feu de 30 jours à compter de lundi. Le président russe Vladimir Poutine a proposé des discussions directes jeudi à Istanbul, ajoutant qu'un cessez-le-feu pourrait être discuté à ce moment-là. La Russie a déclaré qu'elle était déterminée à œuvrer en faveur d'un règlement à long terme en Ukraine. Les pays européens ont prévenu qu'un cessez-le-feu était nécessaire pour que les pourparlers aient lieu. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays était prêt à entamer des négociations et qu'il se rendrait jeudi en Turquie. Des Européens volontaires, enfin ces Européens-là, puisque ils avancent en ordre dispersé, il faut le rappeler, ces Européens, mais on les a sentis finalement se disant ça y est, Trump est à nouveau avec nous, il a repris l'idée du cessez-le-feu de 30 jours, et puis patatras, Poutine propose d'aller négocier à Istanbul directement entre Ukrainiens et Russes, et puis Trump dit aux Ukrainiens oui, allez-y, empressez-vous de le faire. Et troisième épisode, eh bien Volodymyr Zelensky dit je me rendrai personnellement troisième épisode, Volodymyr Zelensky dit je me rendrai personnellement à Istanbul, et Trump dit oui, je vais peut-être y aller moi aussi, et les Européens dans tout ça sont largués comme on va dire le peloton dans l'ascension de l'Alpe d'Huez, c'est-à-dire qu'ils sont très très loin, mis à distance, et ce qui semblait ce week-end se dessiner, c'est-à-dire un retour en force des quatre puissances les plus militairement dotées de l'Europe, qu'elles dévoient au chapitre, et que les Américains finalement reviennent, on va dire, dans le camp occidental ou dans le camp du bien, et bien finalement est démontré le lendemain, tout ça est mis à terre, et les négociations, eh bien elles se font entre Russes et Américains, elles risquent de se faire. Poutine ira ou ira pas, à mon avis, ira pas à Istanbul parce que d'abord il n'a jamais souhaité négocier directement avec Zelensky, et ce qui est très intéressant, c'est que nous on sort ce magazine qui analyse justement
cette problématique. Est-ce que l'Europe aujourd'hui est en train de sortir de l'histoire ou peut-elle encore trouver une manière d'avoir voix au chapitre, de compter internationalement dans ce monde qui est en train de se recomposer, on a l'impression un peu sans nous. Est-ce que Vladimir Poutine, faut-il s'attendre à ce que Vladimir Poutine se rende en Turquie jeudi ? En tout cas, c'est la demande que vient de faire Zelensky. Ça m'a pas échappé. Considérant qu'il lui-même va y aller, mais il va demander à Poutine d'y aller. Personnellement, je ne pense pas que Poutine y aille. Pourquoi ? Je ne pense pas qu'une négociation de ce niveau-là, qui a une telle intensité, a besoin d'avoir les deux chefs d'État qui se rencontrent tout de suite. Je pense qu'il y a un travail préliminaire à faire, qui va durer un certain nombre de semaines ou de journées, ou en tout cas d'heures, et un travail préliminaire visant à savoir vers quoi on va. Est-ce que ce travail va s'engager, selon vous ? Mais je pense qu'il est engagé. Je pense que depuis quelques jours, il est engagé. Alors, on ne le sait pas, bien évidemment, mais j'imagine que la diplomatie turque ne s'est pas lancée comme ça dans une déclaration intempestive, parce que c'est quand même une forme de contre-feu par rapport à la réunion de Kiev. Cette réunion montée par les Turcs, évidemment, elle a été suscitée par les Russes, bien évidemment. Ça va parler de la réunion de jeudi. Voilà, exactement. Donc on voit, en fait, il y a une préparation, il y a une montée en puissance. En fait, ce qui est assez étrange pour nous Européens, c'est que les Européens montent en ligne. Donc ils étaient à Kiev hier, en train au passage, donc c'est assez original. Donc ils étaient à Kiev, donc il y a deux sujets en cours. Mais moi j'imagine que le sujet turc est un sujet d'actualité, puisque rappelons-nous également, c'est que les Turcs étaient à la manœuvre dès mars 2022, et c'est les premiers qui avaient tenté en tout cas une négociation entre les deux belligérants. C'était les Dalton. Les Dalton, c'était Macron, Macron dans le rôle de Joe Dalton, tout le monde l'aura compris, Donald Tusk, Starmer et Merz jouant bien sûr, puisque c'est lui le plus grand, le rôle d'Avrel, faut pas l'oublier. Voilà, donc qui venait visiter Zelensky. Donc les Dalton ou les pieds nickelés, après comme je les ai appelés pour la séquence du train, sont venus visiter Zelensky. Alors pareil, grosse mise en scène et tout devant des espaces où il n'y a pas de population. Ça rappelait le 8 mai, c'est-à-dire que Macron c'est le chat noir. Le mec il fait un truc sur les Champs-Élysées, il salue la foule, mais il n'y a personne. Il arrive à Kiev, il est avec Zelensky, ils font pareil, mais en fait, il n'y a que les journalistes, il n'y a personne, parce que pour des questions de sécurité, là, j'imagine, on dégage tout le monde. Donc, encore une fois, de la grandiloquence, du grand n'importe quoi, aucune convenance diplomatique, des menaces qui tombent complètement à l'eau, puisque de toute façon, on sait bien que toutes les mesures qui sont prises en termes de sanctions sont contre les Européens et que ça n'affecte quasiment pas les Russes. C'est l'information de ces 2 derniers jours. Les Ukrainiens ont lancé une contre-attaque mécanisée sur Toretsk. Cette attaque a été menée par la 100e brigade de fusiliers motorisés ukrainiens. Contre-attaque qui a eu lieu exactement le 8 mai et qui s'est soldée par un échec. Les Russes ont réussi à repousser cette attaque, donc qui avait clairement pour objectif de s'emparer du centre de Toretsk. Il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que les Ukrainiens étaient prêts à négocier dès le début. Oui, non, mais enfin, les négociations ont eu lieu, elles ont abouti, et avant qu'on ait la signature de Zelensky, Boris Johnson est arrivé pour dire non, vous continuez le massacre, on va vous aider, on va vous armer et vous allez gagner. Voilà. Et donc là, ce que veut Vladimir Poutine quand il a dit on se retrouve à Istanbul, c'est on reprend là où nous en étions le 7 mars 2022. Sur les propositions, on recommence à partir de ce que vous aviez déjà accepté, puis on va agrandir ce que vous allez accepter désormais. Alors maintenant, il y a toute cette mise en scène, est-ce que Poutine y va, est-ce que Poutine n'y va pas et compagnie. Moi, alors là, on apprend hier soir que Trump proposerait peut-être de faire un détour. Est-ce que c'est un appel du pied à Poutine? Parce que les gens qui disent, là, ça va contraindre Poutine à venir. Alors les amis, je veux bien que ça va contraindre Poutine à venir. Mais reprenons raison 2 minutes. Vous imaginez la négociation, comment ça va se passer? Va y avoir le petit Zelensky tout seul, sans ses copains, sans les Dalton, qui va être au milieu entre Trump, qui va lui dire signe, et Poutine qui va lui dire signe. Vous pensez que c'est une bonne chose? Vous pensez que c'est Poutine qui va se ridiculiser s'il arrive là-bas? J'en suis pas certain. J'en suis pas certain. Je pense que là, les gens, depuis hier soir, s'illusionnent en disant regardez, Trump, il va réussir à contraindre Poutine. Si lui, il y va, Poutine n'aura pas d'autre choix que de venir. Certes, mais si les deux tombent sur le rap de Zelensky à Istanbul,
ils ont intérêt à préparer leur communiqué de presse derrière, hein, parce que là, la douche écossaise, elle va être terrible pour eux. Dans le Parisien hier, Emmanuel Macron, c'était le gros titre, et qui nous expliquait dans une interview donnée aux journalistes du Parisien au retour de cette équipée que rien ne pouvait se faire sans des troupes au sol. Donc on est à nouveau dans cette lubie présidentielle qu'il partage de façon par alternance aussi avec Keir Starmer. On sent que Keir Starmer est un peu plus prudent sur ce volet aujourd'hui, mais Emmanuel Macron est toujours bec et ongle convaincu qu'il faut envoyer des troupes, en particulier françaises et européennes, en Ukraine à un moment donné. Alors évidemment, il enrobe ça en disant c'est pour garantir, apporter à l'Ukraine des garanties de sécurité, c'est de la réassurance, mais toujours en omettant l'idée que pour les Russes, il s'agit d'un casus belli, c'est-à-dire que la présence officielle de troupes de l'OTAN, de pays de l'OTAN, eh bien, les Russes considèrent qu'il s'agirait d'une entrée de l'OTAN en guerre contre la Russie. Donc, de ce point de vue-là, rien n'est résolu. Et continuer à pousser en disant oui, si, il faut envoyer des troupes. D'abord, on se demande pourquoi faire. Au 13 mai 2025, donc en résumé, l'attaque ukrainienne sur Glushkovo ne leur a toujours pas permis de sécuriser du terrain sur la partie russe. À Toretsk, une contre-attaque ukrainienne a été repoussée et les Russes continuent également de progresser sur le front de Donetsk et plus précisément dans le secteur de Tarasivka où ils ont étendu leur zone de contrôle et également à l'ouest de Constantinopole où ils ont développé une attaque sur 2 axes avec pour objectif la localité de Oleksivka. Est-ce qu'on peut faire aussi peut-être un bilan actuel en fait du front parce que cet ultimatum est assez étrange. On voit que les éléments de langage évoluent de plus en plus, c'est-à-dire que là, il faut impérativement un cessez-le-feu inconditionnel parce qu'il faut arrêter le massacre. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de contre-offensive ukrainienne, il n'y a plus même de forces de réassurance, de troupes, de livraison d'armes, de chute de l'économie russe ou autre. Donc peut-être faire un bilan la situation de l'attrition sur le terrain devient de plus en plus insoutenable pour l'armée ukrainienne. Donc il faut à tout prix ces 30 jours de cessez-le-feu pour, comme l'a dit Emmanuel Macron, continuer les livraisons d'armes et s'assurer que cette fois-ci, elles aillent jusqu'à la ligne de feu. Voilà, donc on a très bien compris, malgré les circonvolutions jésuitiques de LCI sur c'est Poutine qui a besoin de 30 jours de cessez-le-feu et c'est l'armée russe qui a besoin de n'importe quoi. Je rappelle les estimations qui ont été fournies par des médias indépendants américains la semaine dernière ou britanniques. On est à 760 000 morts côté ukrainien et 180 000 au maximum côté russe, tout confondu. Voilà le rapport de perte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Mais la vraie problématique de tout ça et de cette obsession d'Emmanuel Macron d'envoyer des troupes en Ukraine, c'est que ça ne peut pas se faire. Enfin, c'est-à-dire ça viendrait contrarier l'éventuelle possibilité d'un cessez-le-feu où les Russes ont dit oui à des troupes de maintien de la paix pour justement garantir le cessez-le-feu, garantir qu'il est appliqué de part et d'autre, mais elles ne peuvent venir que de pays neutres, c'est-à-dire de pays qui ne sont pas affiliés à l'OTAN. Donc, et là, il y a une impossibilité, mais ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois, ça revient de façon récurrente, en particulier chez Emmanuel Macron. Et pour revenir sur votre question, sur que restera-t-il en effet de cet épisode, bon, on a bien vu aussi que cet épisode, il venait pour essayer de contrebalancer d'un point de vue communicationnel l'impressionnant défilé du 9 mai à Moscou, le fait que Poutine ait réussi à regrouper dans la capitale russe comment les principaux leaders des BRICS, de pays comme l'Inde, de pays comme le Brésil, de pays surtout comme la Chine, en mettant en avant justement le Chinois à côté de lui avec son ruban de Saint-Georges, c'est-à-dire qu'il est un emblème qui a une valeur militaire pour les Russes, c'est quand même assez intéressant de voir que il va être quand même difficile après de dire que les Chinois ne sont pas tout à fait alignés avec les Russes quand on a vu ça. Et face à ça, il fallait arriver à présenter un front uni des Européens, d'où cette idée, même si elle date depuis plus longtemps, mais l'idée c'était d'un point de vue de la communication de couper l'herbe sous le pied des Russes, mais en réalité
réalité, on va dire que ça a duré de façon éphémère ce week-end et qu'il n'en reste en effet pas grand-chose. Cette réunion va avoir lieu et je pense que vous allez avoir de bons résultats à l'issue de cette rencontre jeudi en Turquie entre la Russie et l'Ukraine. Je crois que les deux présidents y seront et je pensais prendre un vol pour y aller. Je ne sais pas encore où je serai jeudi, j'ai tellement de réunions. Mais je pensais y aller, oui, il y a une possibilité, s'il se passe réellement quelque chose durant cette réunion. La rencontre Poutine-Zelensky en Turquie aura-t-elle lieu? C'est censé être cette semaine. Les Russes n'ont toujours pas vraiment répondu, sauf à dire « Bon oui, mais on va pas parler avec Zelensky, c'est pas sérieux ». D'ailleurs, Zelensky a demandé à Trump de venir. Trump qui, lui, est au Moyen-Orient. Donc, il y a peu de chances que Trump se déplace pour la rencontre. Mais on ne sait jamais. En tout cas, c'est encore beaucoup de discussions. On voit bien que la situation en Ukraine reste calamiteuse. Et pour savoir si Erdogan va avoir une avancée diplomatique, ce serait symbolique, puisque c'est en Turquie que les pourparlers avaient commencé, avant que ce clown de Boris Johnson, clown meurtrier, fasse tout capoter. Donc si on reprend 1 million de morts plus tard, ce qui aurait dû arriver 1 million de morts avant, ce sera une avancée diplomatique, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc bon, on peut l'espérer. Pour les gens, on peut l'espérer. Quand on a Zelensky qui s'étonne du silence de Moscou, qui veut, avec même Macron qui dit qu'il faut que Poutine réponde, etc., c'est Poutine qui propose une rencontre directe aussi. Bon, bref, élément tout simple, c'est inscrit par décret depuis maintenant, c'était l'octobre 2024, le fait que le dirigeant ukrainien ne peut pas négocier avec Poutine directement, il faudrait que ce soit avec un autre dirigeant. Et d'ailleurs, c'est inscrit dans ce décret que le fait qu'il soit donc non honorable, que ce ne soit pas en fait quelqu'un de crédible ni honorable. Est-ce que ce décret-là, par exemple, empêche toute idée de rencontre? Est-ce que ce décret peut être appliqué, ou alors on est à un stade où il pourrait y avoir cet échange entre Vladimir Poutine et Zelensky? Je pose la question parce que nos spectateurs posent régulièrement cette question. Ben moi, je pense que du coup, alors les circonvolutions légales, oui, on peut toujours les avancer en disant il y a un camp qui dit moi j'ai plus le droit de négocier, et puis l'autre camp qui dit mon interlocuteur n'est plus légitime. Mais au bout d'un moment, c'est comme ce qui se passe en ce moment et entre les Iraniens et les Américains. Je pense que vu ce que pensaient les propagandistes des deux bords, on ne devait pas les voir s'entendre, etc. Au bout d'un moment, il y a la réalité et le mur des réalités. Et le meilleur moyen de contourner tout ça, c'est l'arrivée de Trump. C'est-à-dire, non, Zelensky est pas tout seul. Il va discuter. Il y aura son parrain qui va être là, qui lui posera bien la main sur l'épaule en serrant assez fort au niveau ici du petit os là, de la clavicule, pour qu'il comprenne bien que tu signes, tu te tais et tu signes. Et puis alors là c'est bien. Et puis de l'autre côté, Vladimir qui dira les conditions c'est ça, hein, tu sais bien ce qu'on attend de toi. Et puis terminé. Moi, je pense voilà, les gens qui sont là à dire Trump, finalement, il est fort, il a enfin compris comment manipuler Poutine et tout. Les gars, mais vous avez rien compris au film. Enfin, on est dans la cour de récré. Là, c'est le monde des bisounours. Moi, je pense que c'est pas une bonne nouvelle pour Zelensky qui se pointerait tout seul là-bas et que tiens, il y a Donald. Du coup, il y a Vladimir. Du coup, je suis tout seul. Puis là, il y aura pas Boris Johnson, où c'est équivalent. Hein, les Dalton, ils seront toujours là où ils doivent être. Et comme je l'ai annoncé en octobre 2022, sur TV Liberté, ça se terminera entre Russes, Américains, puis l'autre, il sera sur son strapontin à côté, il fera ce qu'on lui dit, et on en finira. Est-ce qu'on a vécu finalement ces derniers jours un changement de cap, un changement d'horizon? Est-on passé d'un objectif d'un horizon à objectif gagner la guerre à un horizon objectif maintenant faire la meilleure négociation possible? Alors oui, indéniablement. Et pourquoi? Il n'y a qu'un seul personnage qui avait les cartes en main, c'est Poutine. Dès lors que Poutine bouge et dit « j'accepte de discuter en bilatéral », alors dans les conditions qu'on peut discuter sur le fait qu'il soit présent ou pas présent, etc., il y a une discussion directe entre les Russes et les Ukrainiens sur un sol neutre, entre guillemets. Donc c'est la première fois où ça arrive. C'est la première fois que les Russes acceptent encore une fois de négocier la fin de la guerre ou la fin du conflit directement avec les Ukrainiens. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a un processus qui se met en route. On
cours. Alors après, il y a toujours deux écoles. On dit, ils sont devenus tellement faibles qu'ils sont obligés de le faire, ou ils sont devenus tellement forts qu'ils peuvent le faire sans aucun problème. On ne négocie pas quand les armes parlent, on ne discute pas si dans les mêmes temps les populations sont bombardées. C'est ce qu'écrit Emmanuel Macron sur X ce week-end à la suite de la rencontre qui s'est produite à Kiev. Vraiment, c'est vraiment. Alors c'est la grande discussion sur le cessez-le-feu, parce que soit les Russes, on voit bien que les Russes essayent ou tentent aujourd'hui de négocier avec les Ukrainiens en maintenant le conflit en Ukraine. Cette nuit, par exemple, il y a eu comme 100 missiles, 100 drones qui ont été tirés sur l'Ukraine, une centaine entre la nuit de dimanche à lundi, donc c'est colossal. On voit que les conflits s'arrêtent pas, donc on voit que les Russes sont sur un modèle, on fait la guerre et on discute. Le modèle des Européens, c'est le modèle inverse, c'est celui du président Macron, et les Européens qui sont rencontrés à Kiev, c'est de dire on ne peut pas commencer à discuter tant qu'il n'y a pas un cessez-le-feu sur le terrain. Quel est le point de vue qui peut l'emporter ? Celui des Russes, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont le doigt sur la queue de détente. Aujourd'hui, les deux seuls pays qui sont sur le terrain, c'est l'Ukraine et la Turquie. L'Europe ne peut être qu'un environnement qui accompagne, qui aide, qui conseille, mais qui ne peut pas décider, bien évidemment. Mais comment pourrait apparaître la paix à venir, parce qu'on sent qu'en tout cas on arrive à la fin, ne serait-ce que de par le narratif actuel des forces occidentales qui paniquent en voulant imposer un cessez-le-feu. Quelle paix exactement pourrait se dessiner, Sylvain ? Pour moi, c'est la paix que Moscou souhaite avoir depuis le départ. On était arrivé là il y a 3 semaines à un document sur lequel la seule chose territorialement qui n'était pas acquise pour les Russes, c'était la souveraineté sur Odessa, voilà, qui semble poser plus de problèmes aux gens ici qu'à Moscou, en tout cas dans l'entourage de Vladimir Poutine. Donc ça peut encore être un point de négociation. Et il y avait cette histoire de désarmement ou pas de l'armée ukrainienne, sous quel format, qui était encore en suspens. Donc ça restait ouvert dans la négociation entre les deux parties. Mais tout le reste, la Crimée est russe, les 4 oblasts sont reconnus par les États-Unis comme étant russes, mais c'est pas entériné par l'ONU. On voit s'il y a ou non une zone tampon qui se crée le long de la frontière dans les oblasts de Soumy, Kharkov notamment. Et puis l'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine, c'est terminé, c'est impossible. Par contre, ils peuvent adhérer à l'Union européenne, histoire qu'on soit encore un peu plus plumé pour la reconstruction. Et puis voilà, donc on en était là. Je pense que ça peut aboutir si on a ce schéma là, Trump qui débarque et puis finalement Vladimir aussi, l'autre il est sans ses copains et là il a plus le choix, terminé. Parce que sinon, ça se réglera militairement. Les Russes continueront de prendre tout leur temps. Les gens qui disent ils vont pas assez vite, oui, c'est sûr. Toi, t'es assis tranquillement sur un fauteuil à Paris. C'est pas tes fils, tes frères ou tes pères qui sont en train de mourir dans les tranchées. Je rappelle que la Russie, comme l'a rappelé Emmanuel Todd, elle fait face à un déficit démographique unique en Europe depuis ce qu'elle a subi des 2 guerres mondiales, de sa révolution, puis de l'après-guerre froide avec les problèmes de mortalité qui ont explosé dans les années 90. Est-ce que les Russes ont encore les moyens de tenir une guerre longue ? Alors c'est une sacrée question d'actualité, parce qu'en fait elle répond indirectement au changement de posture de Poutine. Et c'est ça, c'est la partie faible, la partie haute. La partie faible de dire ils sont devenus tellement faibles qu'ils sont obligés de négocier, ils sont devenus tellement forts qu'ils peuvent négocier. Donc votre question viserait à dire qu'ils sont devenus relativement faibles, donc pour eux il y a urgence à négocier. Moi j'en suis pas sûr. Ouais, pourquoi ? Parce que je pense que l'économie de guerre russe elle donne à fond. Premier point, donc c'est dire que c'est local. Ils fabriquent des chaînes, ils fabriquent des munitions, ils ont tout ce qu'ils veulent. Globalement, l'armée russe est en pleine montée en puissance, qui pour nous, Européens, finira par nous poser un problème, parce qu'une armée russe trop forte à nos frontières, il va falloir trouver une solution, il va falloir rééquilibrer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ont une profondeur stratégique grâce aux Chinois, qui est incroyable. On l'imagine pas, nous, en Europe. Mais en fait, la politique euro-asiatique qui a été mise en place par Poutine, elle porte ses fruits. Et on voit bien que les discussions, le 9 mai, la relation Xi Jinping et Poutine,
Poutine, elle est pas seulement paradoxale, elle est incroyable. Elle est fondamentale. Elle transforme totalement les rapports de force dans le monde. Vous avez trois grands dans le monde, les Américains, les Russes, les Chinois. Et vous avez, parmi ces trois grands, il y en a deux qui ont fait une alliance de fait et qui durera un certain temps. Il faut savoir que cette guerre... Dans la discussion à trois, il faut être le deuxième. Oui, et puis mais il y en a toujours un qui est brimé. Là, en l'occurrence, ça va être Trump, parce que Trump en a peut-être fait un peu trop. Mais en même temps, il y a ces trois grands pays, ces trois grandes zones se reconnaissent le droit de dominer le monde. Et ça, c'est un autre sujet. C'est cette espèce de dérèglement général qui se met en place à cause de Trump, à cause de Poutine, un peu Xi Jinping avec Taïwan. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ces trois grands considèrent qu'à terme, ils modifieront les frontières et les rapports de force. Où ça se règle là, maintenant, diplomatiquement, avant que ça soit encore une saignée pour les Ukrainiens, ou alors ça se règle pas. Alors Macron prendra des sanctions qui seront de toute façon contre-productives et certainement pas par rapport à l'économie russe. Et puis, mais que pour nous Européens, les Américains continueront ce qu'ils ont à faire ailleurs dans le monde. Ils s'entendront avec les Russes sur d'autres choses et puis ils laisseront l'Ukraine tomber dans l'escarcelle russe à force de combat. Puis c'est tout. Voilà, c'est terrible pour l'Ukraine parce qu'à la fin, c'est l'Ukraine qui paye avec le sang de ses fils. En tout cas, l'année 2022 était extrêmement favorable, on va dire. L'Ukraine a la capacité de résister et malheureusement ça ne s'est pas poursuivi en 2023 et en 2024 pour des raisons assez logiques, c'est-à-dire que dans le rapport de force entre un pays qui fait 31 millions d'habitants et un autre qui en fait 141 millions, il y a un problème de masse critique et l'Ukraine ne pouvait pas gagner même avec la même bonne volonté, même avec tous les commentateurs de LCI réunis et chantant à gorge déployée, ça suffisait pas, bien sûr, à rien. Et donc le vrai problème, il est là, c'est que on est face à un retour du réel aujourd'hui, une claque véritable, wishful thinking, comme on dit en américain, vécu, et ce réel nous est apporté par Donald Trump, ce qui est quand même intéressant, ça aussi, parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses au président américain, de faire des volte-face, de souffler le chaud et le froid sur certains dossiers, de prendre, on va dire, de revers certaines alliances, ce qui est en train de se passer avec Israël sur le dossier iranien est quand même assez intéressant de savoir que Trump est vraiment quelqu'un d'insaisissable. Mais il a eu l'avantage sur l'Ukraine, réalisez bien ça, Alexis, c'est que il a véritablement poussé un mot en 4 lettres, qui est le mot de paix. Ce mot de paix, c'était le seul à le faire. Il y a 3 mois, personne, avant l'arrivée, le retour de Trump, quand on parlait de paix, on était accusé d'être pro-russe. Voilà. Aujourd'hui, plus personne ne conteste l'idée qu'il faut terminer ce conflit. Je vois que encore une fois, les Allemands et les Européens en général disent là maintenant il y a un ultimatum, il faut que les Russes acceptent un cessez-le-feu. Ils ont jusqu'à ce soir pour nous donner une réponse. Et Zelensky, lui, dit de toute façon, ils le respecteront pas. Et moi, de toute façon, je serai en Turquie jeudi. Est-ce que Zelensky ne tue pas les efforts européens? Non, mais c'est pas Zelensky, c'est Poutine qui a tué les efforts européens. C'est quand Poutine fait l'annonce le lendemain de la grande déclaration des Européens, où ils se réunissent, etc., ils disent voilà, on va être fort. En fait, Poutine, il dit non, pas du tout. On a une discussion en cours qu'on va mettre en place à Ankara, on va discuter en Turquie, et c'est là que ça va se passer. Et Zelensky dit je vais y aller. Oui, mais on est à deux, donc Zelensky aussi plante ses alliés. Le 9 mai à Moscou, Vladimir Poutine a réuni autour de lui pratiquement une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, de responsables j'ai fait le compte très précis parce que c'est impossible de trouver ça dans les médias français. Donc j'ai fait un travail qui m'a pris plusieurs heures pour essayer de recouper les informations. Il y avait donc une trentaine d'États qui représentaient à peu près 2 milliards 700 millions d'habitants sur Terre. Au même moment, vous avez eu la réunion de 8 mai à Paris, où M. Macron, effectivement, est allé comme ubu-roi, saluant une foule qui n'existait pas, puisque personne ne s'intéresse à lui. Donc, il a remonté les Champs-Élysées. Et puis, il a annoncé que l'Europe était unie. Ils se sont rassemblés à 4, qui représentaient à peu près 260 millions d'habitants. À supposer que M. Macron représente les Français, que M. Starmer représente les Britanniques, que M. Merkel, ce qui reste à démontrer. Ils étaient
c'était 4 en y ajoutant le polonais. Donc déjà, il y a un rapport de 1 à 10 quant aux populations. Donc toute la thématique sur Poutine isolé, c'est non. Poutine, il est soutenu par le Sud global. Voilà. Et il y a des choses qui sont... On pourrait en parler. On l'avait déjà vu lors du sommet des BRICS. Voilà. Mais par exemple, quand vous voyez Traoré, le responsable du Burkina Faso, qui débarque à Moscou dans un avion Rosia, c'est-à-dire que Poutine lui a envoyé un avion spécial au Burkina Faso pour le prendre et pour l'amener avec ses... Et on se dit que le monde est en train de s'effondrer pour la France. Enfin, je veux dire, il y a 30 ans... tous les pays d'Afrique francophone, c'est à Paris qu'ils venaient. Maintenant, notre dégradation est visible. En fait, vous avez 2 centres de discussion diplomatique aujourd'hui. Vous vous rendez compte, Alexis, on est loin de l'époque où les traités se signaient à Sèvres ou à Versailles. Aujourd'hui, les traités se signent à Antalya, à Istanbul, à Jeddah ou à Riyad. Et donc, le centre du monde diplomatique s'est déplacé. Pour les Américains, c'est plus l'Arabie Saoudite. Pour les Russes, c'est plus la Turquie. Et là, donc, je pense que ça, c'est un processus normal. Les Américains ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils vont être là encore pour s'assurer que ça va au bout. Il y aura toujours des discussions russo-américaines parce qu'on l'oublie, mais quelque part pour les Américains, la question de l'Ukraine, elle est presque secondaire. Ce dont ils discutent avec les Russes, c'est l'Arctique, c'est le nucléaire iranien. Ce sont des dossiers qui... c'est la réouverture des relations économiques aussi. Tout à fait. Ouais. Donc l'Ukraine là-dedans, c'est c'est un gros aspect, mais ça n'est pas le principal. Look, we told you the next 100 days would consist of peace deals and trade deals, and that's exactly what we have seen. The president announced last week the big trade deal with the UK, as you mentioned. Now we have a first deal with China. Just yesterday, the president announced the release of the last remaining American hostage in Gaza, Eden Alexander, who will soon be united with his loving family. God bless him. That's thanks to President Trump. We also negotiated a ceasefire with the Houthis, and President Trump was instrumental in negotiating a ceasefire with India and Pakistan. This is all in the last week. President Trump and his team are working incredibly hard on behalf of the country and the world to secure peace deals and trade deals. And don't forget, we have a tax deal coming too. The administration is working with Capitol Hill to sign the largest tax cuts in American history right now. Samedi, les délégations chinoises américaines ont entamé des pourparlers pour la première fois depuis que les États-Unis ont commencé à imposer des droits de douane élevés sur les marchandises chinoises, lesquels pourraient conduire à une guerre douanière. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les pourparlers de Genève avaient été organisés à l'initiative des États-Unis, ce qui a donné lieu à 2 jours de négociations menées par le vice-premier ministre chinois He Lifang et le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent. Lundi, des résultats positifs ont été obtenus. Les 2 parties ont eu des échanges approfondis sur les questions commerciales et économiques qui les préoccupent respectivement. L'atmosphère de la réunion était franche, en profondeur et constructive. La réunion a permis de réaliser des progrès substantiels et de parvenir à un consensus important. La plupart des analystes s'attendaient à une désescalade et à un point de départ pour de nouvelles discussions, mais ce que nous avons obtenu était beaucoup plus spectaculaire, une levée de 115% des droits de douane. La délégation américaine dirigée par M. Bessent a répété que les États-Unis ne souhaitaient pas se dissocier de la Chine. Nous avons identifié 5 ou 6 industries stratégiques et vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement. Nous continuerons d'œuvrer en faveur de l'indépendance des États-Unis et d'un approvisionnement fiable de la part de nos alliés dans ces domaines. Mais le consensus qui s'est dégagé des 2 délégations ce week-end est qu'aucune des 2 parties ne souhaite un découplage. Et ce qui s'est passé avec ces droits de douane très élevés, comme l'a dit l'ambassadeur Greer, était l'équivalent d'un embargo, et aucune des 2 parties ne le veut. Nous voulons des échanges commerciaux. Nous voulons un commerce plus équilibré. We do want trade. We want more balanced trade.
Relifang a réaffirmé que la position de la Chine à l'égard de cette guerre commerciale était très claire, que la Chine ne voulait pas s'y engager parce qu'il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale, mais il a répété que si les États-Unis insistaient pour l'imposer à la Chine, alors Beijing n'aurait pas peur de se battre jusqu'au bout. Les discussions du week-end à Genève se sont toutefois achevées sur une note plus positive, les deux plus grandes économies commençant à négocier une nouvelle voie dans un monde confronté à des changements sans précédent depuis un siècle. Donald Trump commence ce matin sa tournée au Moyen-Orient. Alors, il n'était pas arrivé qu'il avait déjà commencé à en tirer bénéfice. Oui, il y a des rois qui sont des mages, qui anticipent l'avenir, des rois mages prêts à déposer l'or, l'encens et la myrrhe devant le trône d'un maître plus grand. Avant même que Donald Trump débarque en Arabie, le voici couvert d'offrandes. L'émir du Qatar lui a préparé un tapis volant, un 747 aménagé comme un relais château. Donald Trump n'a pas dit non à ce cadeau à 400 millions de dollars, le plus cher jamais reçu par la Maison-Blanche. D'ailleurs, le président, en fait, ne voit pas vraiment pourquoi il refuserait. Boeing tarde à renouveler Air Force One, ça l'exaspère. Il comprend pas que les Américains puissent trouver la solution qatari humiliante. La Constitution interdit d'accepter des présents, mais des dirigeants étrangers en tout cas. Mais le président jure qu'il se servira de l'appareil le temps de son mandat et qu'ensuite il le mettra au musée. Avec Trump, l'Amérique est grande, mais surtout pragmatique. Elle ne saurait être petite, même quand son président s'enrichit en famille et entre amis, même quand le fonds souverain saoudien investit massivement dans les affaires de la famille Trump, du fils, du gendre et du président lui-même. Donald Trump qui avait choisi de faire son premier voyage à l'étranger en Arabie, Vincent. Comme lors de son premier mandat, la mort du pape François a modifié le programme, mais pas l'intention. C'est une alliance stratégique que Donald Trump a nouée avec MBS, le prince héritier. Il en a fait le parrain de la région. Avec lui, il parlera du Yémen, de l'Iran, avec qui les discussions continuent, de la Syrie aussi, car il envisage de lever les sanctions. Le projet d'un traité de défense est toujours en chantier, et même une coopération dans l'industrie nucléaire. Mais toujours pas question d'étendre la paix d'Abraham. MBS conditionne la reconnaissance d'Israël à la fin de la guerre à Gaza et à la création d'un État palestinien. Et en attendant, eh bien, Donald Trump engrange. Il compte rafler 1000 milliards de contrats d'investissement. Mais il y a le Hamas qui a trouvé mieux que l'or saoudien et l'encens qatari. Qu'y a-t-il de plus précieux que la vie d'un otage ? L'organisation qui a libéré hier Edan Alexander, qu'elle détenait depuis le 7 octobre 2023. Oui, un Américain élevé dans le New Jersey qui venait de s'enrôler dans l'armée israélienne quand il a été capturé. Il avait 19 ans. Il a passé son 20e et son 21e anniversaire aux oubliettes. Il a été détenu dans une cage, menotté, exhibé en vidéo au bout du rouleau, lisant un texte contre Benjamin Netanyahou. Le mois dernier, sous les bombardements israéliens, le Hamas a prétendu avoir perdu la trace d'Alexander. On imagine le calvaire de sa famille. Les brigades Al-Aqsam l'ont relâché hier sans le show habituel, remis à la Croix-Rouge et aussitôt transféré en Israël. C'est le premier otage libéré depuis 2 mois et demi. L'organisation terroriste appelle maintenant l'administration du président Trump à poursuivre ses efforts pour mettre fin à la guerre brutale menée par le criminel de guerre Netanyahou. En négociant directement avec le Hamas, l'administration Trump isole un peu plus le gouvernement israélien, mais l'essentiel, c'est sans doute qu'elle obtient des résultats, des bénéfices sonnants et trébuchants, et un résultat quasi miraculeux, Edan Alexander vivant et de retour parmi les siens. On pense ce matin à Boualem-Sansal, et on se prend à envier les Américains qui vont en Orient avec des idées simples. C'est-à-dire, c'est l'économie qui déterminera le prochain président américain. Donc là, il y a un pari qui est fait par Donald Trump. Mais si les choses viennent à s'améliorer et si les États-Unis connaissent à nouveau la prospérité comme ils l'avaient connue dans la précédente administration Trump, en partie, eh bien, ça pourrait permettre effectivement à Trump, ou en tout cas au camp républicain, de conserver le pouvoir. Donc c'est vraiment très très délicat de se dire pendant 4 ans, ça va être une parenthèse et tout va revenir à la normale avec un OTAN tout puissant, avec les États-Unis locomotives du monde libre. Et puis voilà, parce que dans le même temps également, il faut pas oublier que les BRICS se sont levés, sont là,
ils entendent bien organiser le monde sans l'Occident. Ils nous ont tourné le dos depuis un moment. On ferait bien de réaliser justement ce changement, parce que ce changement de paradigme risque de nous affecter. Aujourd'hui, on fait comme si c'est la politique de l'autruche. On fait comme si, bien sûr, on va continuer, mais en réalité, le monde a changé, et le plus tôt on s'en apercevra, le mieux ce sera pour nos intérêts. As you know, we have the biggest business leaders in the world here today. They're going to walk away with a lot of checks for a lot of things that you're going to provide. And in the United States, it's probably 2 million jobs that we're talking about this visit. So, number one, I like visiting with you, and we've known each other very well, and I really believe we like each other a lot. And number two, for the United States, we've brought tremendous investment in and tremendous jobs, and we'll continue to service your great country very well. Mi-avril, on a commémoré l'insurrection du ghetto de Varsovie en 1943, qui était dirigée principalement par des bundistes juifs, donc des gens de gauche qui refusaient le projet sioniste, et parmi eux leur chef qui s'appelait Marek Edelman, qui est vraiment qui était un mensch, comme on dit en yiddish, et qui a jamais pu mettre un pied en Israël parce que d'une part, il a jamais reconnu l'intérêt d'Israël pour le peuple juif, et puis ensuite parce que les gens, notamment les héritiers, enfin les ancêtres politiques de Netanyahou, n'ont jamais voulu le laisser mettre un pied en terre d'Israël. Et Marek Edelman a toujours dit, voilà, il a soutenu les leaders de l'OLP, il a soutenu l'intifada, etc., en disant simplement arrêtez de tuer des innocents. Voilà, si vous faites du terrorisme, là, c'est plus possible de vous soutenir, mais la cause, elle est soutenable. Et donc Ardisson aurait été beaucoup plus intelligent de dire, voilà, c'est le ghetto de Varsovie que vous êtes en train de nous faire revivre à ciel ouvert, en sachant que les chiffres que tu cites, c'est les chiffres des morts directs, c'est-à-dire qu'on est à plus de 53 000 morts, je crois, directement tués dans les opérations militaires. Maintenant, je rappelle à tous nos auditeurs que l'été dernier, je dis bien l'été dernier, donc c'est-à-dire vers juillet, août, le Lancet nous avertissait qu'il y avait probablement déjà 180 000 morts dus aux conséquences de la guerre. Je vous en parlais en introduction. Trump, qui fait sa tournée internationale au Moyen-Orient, il va arriver, donc il m'a appelé tout à l'heure, tout va bien, il veut des deals. Et alors, ce que fait Trump quand il va au Moyen-Orient, il fait un peu comme François Hollande, comme est avec lui, tout d'assaut, il fait des deals. Et donc là, il va emmener OpenAI, Tesla et tous les autres pour dire, on est là pour investir, faire des usines, travailler avec vous, combien vous voulez. Et donc, c'est exactement ce à quoi servent les visites d'État. La question, c'est quelle va être la place de Netanyahou dans le dispositif. Netanyahou qui arrive quand même à un moment où tout est en train de se retourner. L'opposition est en train quand même de prendre le dessus par rapport à sa politique génocidaire à Gaza, même si on n'a pas le droit de dire génocide. Alors on commence à avoir le droit, même les stars d'Hollywood à Cannes commencent à dire « Ouh là là, Gaza quand même, c'est quand même un truc, il faudrait peut-être pas faire ça ». D'ailleurs, Israël a annoncé avoir bombardé un hôpital et un journaliste a été tué selon le Hamas. Mais c'est quotidien. Mais il n'y a pas eu de sanctions, toujours pas. Et la question, c'est est-ce qu'à un moment, Trump peut taper du poing sur la table et dire « Bon, allez, on arrête ». Comme je l'ai déjà dit 500 fois, on peut avoir un débat historique sur fallait-il laisser un État israélien se créer là-bas. Ça, c'est un débat pour moi qui n'est plus politique, qui est un débat historique. On peut le déplorer, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, c'est fini. Il y a plus de 8 millions de juifs là-bas, c'est terminé. On ne va pas se relancer dans toutes ces histoires de fous, parce que d'expulsion de population ou ce genre de choses. Il faut trouver une solution politique là-bas avec les choses telles qu'elles sont. Et arrêter de dire on veut… Parce qu'être antisioniste, ça veut dire qu'on veut la destruction de l'État d'Israël. Mais j'insiste bien sur le mot la destruction. La solution, c'est pas la destruction d'un camp ou de l'autre. Il faut bien insister là-dessus. Ça, c'est les fous qui veulent ça. Moi, je veux pas la destruction du peuple juif ou la destruction de l'État d'Israël. Je veux qu'il reste là où on lui a demandé d'être au nom du droit international et qu'il foute la paix aux Palestiniens pour que eux aussi aient leur État. C'est tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Donald Trump, on l'a remarqué sur l'Ukraine, mais on le remarque encore plus sur le Moyen-Orient. Il faut suivre, il faut vraiment être là, regarder plusieurs fois par jour, parce que parfois il y a des retournements, il y a des choses qui se négocient et qui peuvent apporter des choses extrêmement surprenantes. Pour moi, l'élément le plus surprenant qui s'est déroulé ces derniers temps, ces derniers jours, c'est l'accord avec les Houthis.
Depuis un mois, les États-Unis, avec 2 porte-avions nucléaires, frappaient le Yémen. Et se sont rendus compte quelque part, ils auraient pu se rendre compte de ça avant, puisque les Houthis ont fait la guerre pendant plus de 10 ans à l'Arabie Saoudite, et que cette Arabie Saoudite n'a jamais été capable de les vaincre. Donc vaincre les Houthis avec des frappes aériennes, c'était totalement illusoire, et on s'en rend bien compte puisqu'ils ont été capables, après des frappes massives, d'envoyer un missile balistique pratiquement sur le tarmac de l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv. Donc ça a montré que c'était plus le Hezbollah qui était le danger dans la région pour Israël, mais ça reste les Houthis, et qu'on a beau les écraser sous des tapis de bombes, eh bien ça ne sert à rien. Donc là, je pense qu'il y a eu aussi un degré de réalisme avec les Américains, mais qui est en corrélation avec ce que les Américains sont en train de faire avec l'Iran. Et ça va d'ailleurs dans le même sens que ce que fait à la fois le Hamas avec la population civile palestinienne, en ayant dit « Oh ben non, nous on se planquera dans les tunnels, mais eux on peut les laisser en surface mourir, ça servira à la cause », comme le fait de l'autre côté le gouvernement israélien en disant « Les otages, ah oui, c'est bien pour justifier qu'on attaque à Gaza H24, mais on les libérera quand on aura le temps. » Parce que là, ce que tu viens d'expliquer, c'est la surface encore des choses. Hein. Alors déjà, le gars, c'est pas un otage, hein. C'est un prisonnier. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était important, on se rappelle, qui avait été fait sur les publics. Quand on a enlevé des jeunes, enfin des femmes mères de famille avec leurs gosses dans les kibbutzim, elles, comme leurs enfants, c'est des otages. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Par contre, lui, là, l'Israélo-américain, lui, il était soldat en armes dans les défenses de la frontière entre Gaza et Israël. Donc lui, c'est un prisonnier de guerre. Il a été pris les armes à la main et il a été emmené. Mais ce qui est remarquable par rapport à l'attitude de Netanyahou, c'est qu'il a déclaré, quand Trump a annoncé cette grande nouvelle hier tard dans la nuit aux États-Unis et tôt le matin pour nous, c'est que Netanyahou, tout de suite, là on voit ce que dit le Figaro, oh il a dit que c'était génial, mais c'est faux. Il l'a dit a posteriori, parce qu'au début il était vert de rage, parce que tout ça c'est parce que Trump et son équipe, et Witkoff en particulier, ont négocié directement avec le Hamas, ils ont repris les contacts directs avec le Hamas. Je rappelle que la première fois où ils ont fait ça, ça a coûté non seulement la fin du cessez-le-feu le 18 mars, mais ensuite ça a coûté la vie vraisemblablement d'un autre otage ou prisonnier, je ne connais pas son statut exact, israélo-américain. Hein, c'est-à-dire que y avait sa libération qui était en cours, qui était négociée entre Américains et le Hamas, et vraisemblablement Netanyahou a dit on sait où il est, bon vous bombardez la position, et le gars a été tué. Une négociation globale qui est en train de prendre forme, toujours avec Steve Witkoff. On peut dire que ce personnage est peut-être le plus occupé sur Terre aujourd'hui, puisque à un moment j'avais regardé un petit peu ses itinéraires. Il est allé faire du shopping à Moscou, dans le centre-ville avec sa femme, accompagné par son corélégionnaire côté russe, Kirill Dmitriev. Ils sont allés voir Poutine, ils ont commencé à négocier pendant 4 heures, il a quitté la négociation, il a pris son avion et immédiatement il est allé à Mascate, dans le sultanat d'Oman, pour ouvrir la négociation avec les représentants iraniens, puisque la plaque tournante, alors j'ai expliqué tout à l'heure que il y avait la Turquie, il y avait l'Arabie Saoudite, mais il y a aussi comme centre important de la diplomatie depuis pas mal d'années d'ailleurs, le sultanat d'Oman. Et là, se sont ouverts des négociations iraniennes, et dans les négociations avec les Iraniens, il y a la question de l'attitude par rapport aux Houthis, le fait que les Houthis se soient engagés justement à ne plus frapper les navires de commerce qui transitent dans le détroit de Bab el-Mandab et en mer Rouge, également de ne plus attaquer les navires américains. Alors, on sait que les porte-avions américains ont subi quelques dommages. Ils ont perdu 2 avions pour des Houthis, donc il y a eu, on peut pas dire que la marque gagnante de ces confrontations. 2 avions tombés dans l'eau. Hein. Tout à fait. Et donc les avions potentiellement vulnérables, c'est-à-dire que c'est qu'à présent des forteresses imprenables, eh bien on se rend compte que là, avec les drones outils en particulier, eh bien la théorie qui fait que les porte-avions de forteresses invulnérables deviennent comment on va dire,
y ait une faille avec Trump. Il y a une vraie réflexion à avoir militairement sur l'avenir de ces embarcations. Toujours est-il que les Américains donc ont obtenu cet accord, mais il faut voir que cet accord ne concerne pas Israël. Il n'y a personne pour s'en émouvoir. Et tous les gens qui nous parlent sur les plateaux télé, les otages, mais vous venez où pour dénoncer la situation là? Je renvoie, moi j'ai assisté à ça avec un peu la mâchoire qui tombait parce que je n'imaginais pas que j'allais un jour voir ces choses-là. Mais au moment où les familles des otages ou des prisonniers ont commencé à débarquer dans les commissions d'enquête à la Knesset en audition libre, ouverte à la presse, etc., j'ai vu donc notamment Ben Gvir se faire agonir d'injures par les familles en direct à la télé israélienne. Et c'était il y a un an, il y a plus d'un an même maintenant. On aurait dû voir ces choses-là sur les télés françaises pour dire mais regardez, les gens là-bas ils commencent à se dire mais on nous prend pour des idiots et on utilise nos proches, y compris donc des enfants, pour une politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a cette levée de bouclier des réservistes dans l'armée israélienne qui ont compris je suis en train de perdre mon boulot, ou je risque de perdre mon boulot, ou si je suis auto-entrepreneur, je vois ma boîte qui est en train de faire faillite, je vais fermer. Tout ça pourquoi? Pour que Netanyahou il ait encore une carrière politique. Non, on va mettre les pouces là, on va dire moi je reste chez moi, j'ai autre chose à faire. Les Américains n'ont pas considéré justement l'arrêt des frappes sur Israël comme faisant partie du deal qu'ils ont fait avec les Houthis. Ils continuent à négocier avec les Iraniens contre l'avis des Israéliens, et en particulier Netanyahou, qui souhaiterait frapper l'Iran le plus vite possible. On sent bien que ce que Trump est en train de faire, en fait, si vous voulez, c'est de ressusciter les accords de 2015 qu'il avait lui-même mis à bas en les quittant unilatéralement en 2020. Il avait considéré que c'était l'héritage d'Obama. Aujourd'hui, il redécouvre les vertus de cet accord. Et ce qu'on remarque, ce qu'on est en train de remarquer, c'est que, en gros, ça va être un échange entre nucléaire civil côté iranien, absence évidemment de nucléaire militaire, contrôle absolu par les Américains de la mise en pratique du nucléaire civil, et en échange de ça, si les Iraniens se comportent bien, eh bien, il y aura une levée des sanctions qui existent et qui accablent l'Iran depuis 1979 et le début de la révolution islamique dans ce pays. Terminer quand même sur Trump parce que c'est le sujet, le voyage actuellement au Moyen-Orient qui est extrêmement important pour les États-Unis. J'aimerais que l'on puisse à la fois donc parler de ces différentes visites, mais surtout les négociations avec l'Iran, parce que il y a le sujet économique avec une volonté de chercher des contrats qui peuvent représenter plus de 1000 milliards de dollars, ce qui est extrêmement important, avec des ressources stratégiques aussi, le marché des semi-conducteurs ou autres. Mais on a la question iranienne. Sylvain, est-ce que tu peux nous dire ce que l'on pourrait observer des négociations avec l'Iran de par le voyage actuel de Donald Trump? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que donc les négociations, comme je le disais, ont été annoncées il y a maintenant, ça va faire un mois, donc à la grande surprise de Netanyahou à Washington. Alors, au fait, on voulait te dire, l'objectif, c'est de faire un accord de nouveau autour du nucléaire iranien pour que ce soit la sécurité dans la région et que plus personne soit là à dire si les mollahs ils ont la bombe, on va pouvoir justifier des montées à la guerre, des ceci, des cela. Donc le but, c'est profitant, parce que Trump il a bien vu ça dans la séquence d'avant, c'est que l'Iran a passé un accord stratégique avec la Russie d'assistance mutuelle. Pour dire voilà, si demain la Russie est attaquée, c'est un peu, alors j'ai pas les détails, mais c'est un peu dans la même veine que le traité que les Russes ont signé avec les Nord-Coréens. C'est-à-dire en gros, il y en a un qui est attaqué, l'autre vient éventuellement à son secours si c'est nécessaire. Donc dans ces conditions-là, Trump il s'est dit voilà, si les Russes ils garantissent la sécurité de Téhéran, pour leur dire bon les gars, vous passez pas à l'emploi ou à l'acquisition de la bombe nucléaire militaire. Ils vont être d'accord. Donc en fait, le principe, il part de là. C'est-à-dire, on va pouvoir proposer quelque chose raisonnablement à Téhéran parce que ils savent qu'ils seront toujours sous le parapluie finalement des Russes. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est ce qui se passe à Téhéran. C'est-à-dire que ça fait plus d'un an qu'à Téhéran, les tensions, on n'arrive plus à les cacher
entre les gens qui veulent rester sur la ligne de Soleimani de l'axe de la résistance et puis ceux qui disent bon, tout ça, ça nous a coûté beaucoup d'argent parce qu'il y a des sanctions économiques. Alors ça nous a pas coûté de l'argent au sens où pardon, on a été obligé de le débourser, mais c'est de l'argent qu'on n'a pas pu gagner parce que nous on est des businessmen et que nos business ils sont complètement fermés à cause des sanctions. Et comme le rappelle souvent François Martin, que je salue, parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont proches des milieux des gardiens de la Révolution aussi, hein, donc des anciens de l'axe de la résistance, ou plutôt des dissidents de l'axe de la résistance au sein du corps des gardiens de la Révolution. Donc Trump, il est face à une situation qui est très favorable, un alignement qui est très favorable pour les convaincre de signer cet accord dans lequel ils vont dire bon bah on passera pas au nucléaire militaire, reste à savoir à la marge ce qui va se passer sur le nucléaire civil. Et moi, ça c'est vraiment mon petit grain d'analyse personnelle, je pense que vu les discussions qu'il y a entre Américains et Russes en ce moment aussi, on va avoir à la fin, d'ici peut-être allez, je sais pas, la fin de l'été, une annonce. Bon, bah, va y avoir des centrales nucléaires civiles en Iran qui seront construites par Rosatom, par les Russes. Tu vois, je pense qu'il y aura un truc comme ça, c'est-à-dire que les Russes vont dire bon, vous avez fait preuve de bonne volonté. Nous, on va venir investir chez vous et on va vous faire des magnifiques centrales. Et comme ça, tout le monde va être dans des rapports de business win-win. Et ce faisant, il enlèvera à Netanyahou le côté habituel. Ah, les Iraniens vont m'attaquer, ils ont la bombe, il faut leur faire une guerre préventive. Parce que je rappelle que Netanyahou, c'est son grand dada de politique extérieure. C'est parce que je vais pas mettre Gaza comme étant de la politique extérieure ou la Cisjordanie, mais disons que dans la politique extérieure israélienne, l'idée que l'ennemi iranien puisse être capable avec la bombe atomique d'agresser Israël et compagnie, c'est le marronnier quoi de la politique israélienne, politique extérieure israélienne. Donc là, Trump, il va enlever ce prétexte. Il va assurer le retour aussi du business entre Iraniens et Américains, parce que parmi les gens qui perdaient de l'argent avec les sanctions, je pense qu'il y a comme avec la Russie, il va y avoir des nouveaux accords économiques Amérique-Iran, au détriment bien évidemment comme d'habitude de l'Europe et de la France en particulier, puisque je rappelle qu'on était quand même un des premiers partenaires économiques de l'Iran à la fin des années 70, avant la Révolution, ce qui nous a coûté très cher ensuite au niveau intérieur avec les attentats d'action directe qui servaient de proxy au service secret iranien. Et derrière, ce faisant, on va avoir Mohammed Ben Salman qui va pouvoir définitivement normaliser jusqu'à la dernière virgule ses rapports avec Téhéran. Donc ça veut dire que là, on est peut-être à la veille d'un accord qui va se faire sans les Israéliens. Et moi, j'ai toujours considéré que les rapports entre Donald Trump et Netanyahou restaient compliqués en dépit, effectivement, de ses accueils à la Maison-Blanche. Vous vous souvenez la dernière fois, quand Netanyahou est arrivé à la Maison-Blanche et que Trump, devant les caméras, lui a dit on va ouvrir des négociations directes avec les Iraniens. Vous avez regardé la tête de Netanyahou. Je m'attendais pas à ça. Là, ça veut dire que oui, en fait, on est dans le même camp, c'est le meilleur allié, les États-Unis protègent Israël, mais les intérêts ne sont pas toujours alignés. Et d'ailleurs, Donald Trump a congédié un de son NSC, Michael Waltz, parce qu'il le considérait comme étant trop dans le camp d'Israël. Donc, il y a déjà eu des choses qui montrent que la politique étrangère américaine aujourd'hui n'est pas totalement alignée avec les intérêts d'Israël. La tournée diplomatique de Donald Trump en Moyen-Orient en est aussi l'illustration, puisqu'il n'y a pas d'étape prévue à Tel Aviv, et également le secrétaire à la défense Pete Hegseth devait aussi se rendre en Israël et annuler sa visite. Donc aujourd'hui, le circuit, c'est on finalise un accord avec l'Iran qui est garanti par Moscou et par Washington. On arrive à finaliser l'accord entre Téhéran et l'Arabie Saoudite. Et Mohammed Ben Salman reconnaît du coup l'État d'Israël, ce qui contraint ensuite les Américains à reconnaître l'État de Palestine. Dès qu'il y a une ingérence quelque part, c'est les pro-russes. Mais eux, ce qu'on remarque, c'est si on écoute Valérie Hayé, qui est la chef des députés macronistes à l'Europe, elle par contre, elle va soutenir le candidat en Roumanie qui est
façon affirmée. Donc là, il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas d'ingérence. Si, c'est de l'ingérence, justement. Ça a été dénoncé comme une ingérence. Mais pour eux, dans leur logiciel, c'est pas l'ingérence, vous voyez. Donc en fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on disqualifie l'adversaire et dès qu'il y a une critique, c'est forcément des réacs, Mais d'ailleurs, on peut qualifier l'Union européenne d'outil d'ingérence massif, puisque cet argent européen, il sert quand même beaucoup sur des programmes particuliers, hein, d'aide aux médias, de financement. On l'a vu sur tout ce qui était développement durable, etc. C'est jamais remis en cause en réalité, comme si c'était finalement pour le bien des populations, et donc il fallait avoir cette ingérence-là. Mais l'UE est un outil d'ingérence. Oui, alors ça serait intéressant de faire au niveau de l'Union européenne ce qu'Elon Musk a fait avec le Doge aux États-Unis, c'est-à-dire de caractériser quels sont tous les financements de l'Europe. Je suis sûr qu'on ne serait pas au bout de nos surprises si quelqu'un prenait le taureau par les cornes et comment dire, révéler au grand jour ce qui est où va notre argent quelque part. Non, c'est sûr que regardez le comportement d'Ursula von der Leyen avant justement ces épisodes d'élections annulées, etc. Elle avait fait une tournée diplomatique dans les Balkans où elle distribuait des sommes d'argent en fonction de l'alignement des pays. Alors le Kosovo, évidemment, bon élève, donc vous aurez tant d'argent, etc. Et c'était ouvertement affirmé, c'est-à-dire qu'elle le disait dans ses discours, nous avons décidé d'octroyer une aide au développement de tel pays, etc. Donc en fait, ce sont des personnes non élues qui se permettent de distribuer de l'argent en fonction des critères idéologiques qui sont les leurs, évidemment. Ce qui apparaît, finalement, ça apparaît d'abord dans un jeu de clair-obscur. Didier vient de le dire. Il dit, si je dois décrire le panorama, je dois commencer par l'international. Et on commence par l'international. Pourquoi ? Parce qu'il ne se passe rien, ou quasiment plus rien, sur la scène nationale. La vie politique à l'intérieur du pays est totalement dévitalisée. Il faut voir qu'il n'y a pas de discussion de fond. De quoi avons-nous parlé depuis une dizaine de jours ? D'une proposition du Premier ministre sur un pseudo-référendum pour faire adopter le budget et en dessaisir le Parlement. Le président de la République, qui est celui qui doit proposer le référendum aux Français, n'est lui-même pas d'accord avec cela. Voilà, on parle sur des choses qui n'ont pas de matérialité, qui sont une abstraction politique. Donc on est en train de faire semblant de s'agiter sur la scène politique nationale sur laquelle il ne se passe rien. Vous écoutez les discussions, on vous parle du Congrès et de l'affrontement entre Retailleau et Wauquiez. Voilà ce qu'est la scène politique nationale aujourd'hui. Donc tout ça aujourd'hui n'a pas de sens, n'a pas de prise, n'a pas de matérialité, et de fait, ça permet de s'extraire de cela. Mais celui qui tire les ficelles pour s'extraire de ce marigot dans lequel on est plongé et dans lequel certains entendent bien nous laisser patauger, parce que souvenez-vous qu'il y a quelques mois, on nous disait il faut d'urgence un gouvernement parce qu'il faut absolument qu'on adopte un budget, on ne peut pas se permettre de perdre le moindre jour, sinon notre pays va être attaqué sur la scène internationale, sur la scène financière, etc. Bon, on voit bien qu'en réalité, on est totalement à l'arrêt parce que nous sommes bloqués dans un processus de démocratie minoritaire sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, parce qu'il faudra y revenir quand on parlera de l'Allemagne. Eh bien, nous sommes à l'arrêt sur la scène nationale, et celui qui essaie d'en tirer parti, c'est Macron. Non pas tant qu'il soit en train d'essayer de se remettre en selle par ses propres capacités, mais parce que la médiocrité de la scène politique actuelle, la médiocrité du gouvernement, son incapacité à agir, de fait, remettent la lumière sur Macron. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.